Mais t'es sûr que les gens ont envie de voir une vidéo sur Christine Boutin? Non mais attends, elle est horrible, elle est super homophobe, elle est super réac. Non, puis bon, on sort des sentiers battus dans cette émission. On fait une vidéo sur Bruno Maigret, une vidéo sur DSK, une vidéo sur Pierre Messmer. Voilà, ici c'est que du fun. Je suis pas sûre qu'on ait la même définition de fun. Attention, cette vidéo étant consacrée à Christine Boutin, elle contient des propos homophobes, lesbophobes, transphobes ou offensants. Nous vous recommandons de visionner cet épisode avec discernement et esprit critique. Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on a voulu vous faire plaisir en consacrant cette vidéo à Christine Boutin. Pour beaucoup d'entre vous, Christine Boutin, c'est sûrement le symbole de la grenouille de bénitier obsédée par les homosexuels. On est lesbienne, on veut du sperme. Eh bien, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que parfois, derrière les apparences, se cache en fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait avoir derrière les apparences. Oui, désolé, il n'y a pas de gros twist dans ce portrait. On va vous expliquer l'influence qu'elle a eue sur l'extrême droite et qu'elle continue toujours à avoir. Oui, parce que Christine Boutin, contrairement à ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient laisser penser, elle n'est pas décédée. Elle est même en pleine forme. Vous savez quel est le surnom de Valérie Pécresse? C'est Pécresse la traîtresse. Énorme! Bon, elle a quitté la vie politique en 2017, mais ne vous inquiétez pas, elle continue de s'exprimer de temps à autre dans les médias. Et comme vous avez peut-être vu dans le bandeau BFM, dans l'extrait qu'on vient de vous passer, parce que vous avez l'esprit vif et l'œil alerte, Christine Boutin a soutenu Éric Zemmour en 2022. Oui, et son parti, VIA, a soutenu Florian Philippot aux européennes. Vous savez, Philippot, l'ancien du RN qui est parti sur une ligne complètement complotiste, anti-vax et pro-russe. Bonjour. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Christine Boutin, avant de quitter la vie politique en 2017, elle était plutôt apparentée à la droite classique, républicaine, quand ça existait encore. Oui, elle a été ministre du Logement sous Sarkozy entre 2007 et 2009. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Et avant ça, Christine Boutin, elle a été conseillère départementale, elle a été maire, elle a été parlementaire. Et cette carrière, elle l'a fait sous l'étiquette de l'UDF, qui est un peu l'ancêtre du MoDem, mais aussi sous l'étiquette UMP. Bon, c'est pas l'extrême droite, enfin pas trop. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle soutient Zemmour? Comment analyser son parcours politique? Eh bien, pour le savoir, sortons nos cartes. Ça, c'est pas la bonne émission, hein. Ah oui, pardon, sortons nos voix off. Christine Boutin expliquait en 2014 sur Twitter que son engagement politique remontait à 1975 et à la loi Veil qui dépénalisait l'avortement. Il y a 40 ans, je recevais un coup de poignard dans le cœur avec le vote de cette loi. Il entraîna ma carrière politique. Le fondement idéologique de mon engagement politique est le respect de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle. Voilà. Ce qui structure son engagement, que ce soit à l'UDF ou aujourd'hui avec Zemmour, c'est avant tout sa foi catholique qu'elle met extrêmement en avant. Tu es une, Christine, ou tu essaies d'être une. Quelle est ta priorité? Tu es une femme, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, donc voilà. Alors Christine Boutin, elle a été élue de la région de Rambouillet, dans les Yvelines. C'était la circonscription d'Aurore Berger, pour vous donner une idée de l'ambiance là-bas. Nous sommes au château de Rambouillet, dans l'appartement privé de l'empereur Napoléon Ier. Sauf que bon, Boutin, ça aurait pu rester une députée que personne ne connaît, comme Brigitte Lizaud, Bertrand Sort ou Olivier Ripper. Le dernier, je l'ai inventé, vous en êtes même pas rendu compte, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais un événement va venir propulser Christine Boutin sur le devant de la scène, le PACS. En 1998, la majorité socialiste propose un texte de loi pour mettre en place le PACS, le Pacte civil de solidarité. Grâce à cette union civile, les couples homosexuels vont être reconnus et accéder à de nouveaux droits comme l'accès à des aides sociales ou encore la séparation des biens en cas de décès d'un conjoint. Le PACS sera adopté plus d'1 an après la proposition de loi, en octobre 1999. C'est notamment dû à une forte obstruction de la droite. Et Christine Boutin va se montrer particulièrement véhémente et violente durant ces débats. Elle va notamment faire de l'obstruction en faisant un discours interminable pour défendre l'irrecevabilité du projet de loi. Le tout se fera dans une ambiance bordélisée, relatée par Blandine Grosjean et Judith Pérignon pour Libé. Avec Christine Boutin dans le rôle du gladiateur, dopée aux pattes pour assurer 5 heures et 25 minutes de spectacle, le combat s'annonçait chaud. L'affluence record l'a rendu électrique. Dans la nuit de mardi à mercredi, 532 homo-parlementarus embouteillaient les travées au point que les panses rebondies ne disposaient plus d'espace vital. Donc Boutin prend la tête de l'obstruction avec ce discours qui se terminera vers 3 h du matin. Et on l'a retrouvé ce discours dans les comptes rendus de l'Assemblée. Et oui, on souffre pour vous. Il y a tout un tas de dingueries qui ont été dites par Boutin, on vous en a sélectionné une pour que vous ayez un exemple. Certains modes de vie ne sont d'aucun bénéfice pour le corps social, soit neutre, soit néfaste, et le droit ne doit jamais s'y conformer. Et davantage que sa foi catholique, c'est surtout cette violente homophobie qui sera une constante de sa carrière politique. Un mois plus tard, toujours sur le PACS, Christine Boutin va se faire connaître avec un autre coup d'éclat à l'Assemblée nationale. C'est le 2 décembre 1998. C'est le choix de confier
sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Bon, on est d'accord, c'est pas une attaque d'une extrême violence, hein. Lionel Jospin, c'est pas David Guiraud. Mais ça va pas empêcher Christine Boutin d'emprunter la voie de la chialade. Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Hilarité sur les bancs des ministres féminins. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre. Ah, on voit à son écharpe qu'elle est de la maison Gryffondor. Mais on reparlera de la transphobie plus tard. Et cette séquence de larmes, elle est pas anodine. Elle a marqué les esprits, elle a fait oublier le fond de l'opposition de Boutin au Pax pour se concentrer sur la forme. Qu'il soit énervé sur sa gauche, c'est son affaire, mais qu'il agresse la représentation nationale, c'est vraiment pas tolérable et digne d'un Premier ministre. Sa réaction personnelle de fondre en larmes est malheureusement totalement inadaptée au monde de la politique et qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse autre chose. Boutin a pas mal fait ça pendant sa carrière, utiliser des réactions émotionnelles pour faire oublier le fond ultra-réactionnaire de ses propositions. Il y a le problème des homosexuels, bien sûr qu'il y a le problème des enfants, mais en réalité... Madame, sans vous interrompre. Si, vous m'interrompez. C'est pas un problème, je trouve que c'est dommage que vous employiez ce mot-là. Mais j'ai le droit d'assumer si je veux penser. C'est pas ce que je pense. On a aussi le droit de vous dire que c'est pas un problème. Bon, je m'en veux. Non, Christine Boutin, ne quittez pas le plateau. Non, mais franchement, c'est pas possible. Christine Boutin, on vous voyait, restez avec nous. Ça serait la première fois qu'on quitte le salon. Non, c'est vrai que ça ne m'arrive jamais. Restez avec nous. Franchement, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Bah non, allez-y pas, juste tais-toi. Elle considère les homosexuels comme un problème, on lui fait remarquer et c'est elle qui se pose en victime. Et c'est une stratégie pensée par elle. Elle l'a expliqué dès l'affaire du Pax de façon assez cynique. Mon sanglot n'a pas duré longtemps, ce n'était pas glorieux. Je me suis dit, Christine, tu arrêtes, tu te ressaisis. Comment tu vas gérer ce truc? Puis j'ai vite compris que je pouvais en tirer les royalties. Le chercheur Christian Lebart résume l'épisode dans son ouvrage « Les émotions du pouvoir ». On sait comment cette histoire s'est terminée. Une personnalité haut placée a fait offrir à Christine Boutin un bouquet de fleurs. Tout se passe comme si l'écart avait changé de camp. Ce n'est plus Christine Boutin qui a dérapé en versant des larmes dans l'hémicycle, c'est le Premier ministre qui s'est fourvoyé en faisant preuve d'agressivité. Les larmes ont changé de statut. Elles ne sont plus une faute, elles sont une preuve de sincérité. Et voilà, le tour est joué. Jusqu'ici, Boutin était considéré au sein de son parti, l'UDF, plutôt centriste et de tradition démocrate chrétienne, comme un repoussoir, une figure isolée et trop conservatrice. Après ses larmes à l'Assemblée, elle est soutenue par sa famille politique et devient une figure de proue du combat contre le Pax, qu'elle voit comme la porte ouverte au mariage homosexuel. Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels parce que je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité. L'homosexualité est par nature la difficulté d'atteindre l'autre dans sa différence. Et quand on ne peut pas atteindre l'autre dans la différence, c'est l'exclusion. Bah effectivement, 14 ans plus tard, avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la possibilité de légaliser le mariage homosexuel devient de plus en plus tangible. Le projet de loi est déposé le 7 novembre 2012 à l'Assemblée nationale et il n'est finalement adopté par le Parlement que 6 mois plus tard, le 23 avril 2013. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Alors quand ça serait intéressant de mettre des 49.3 pour passer en force des trucs, ils le font pas. Oui, parce que ces 6 mois-là, ça va être l'occasion pour le plus grand mouvement conservateur que la France ait connu au XXIe siècle de prospérer. Plus de 800 000 personnes selon les organisateurs, 340 000 selon la police, se sont mobilisées ce dimanche. 3 cortèges avec un seul mot d'ordre, faire barrage au projet de loi qui autorise le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. C'est dur à regarder les manifs de droite. Hein. Et encore, vous avez pas vu le pire, les intermittents du spectacle de droite. Envie de crever. Tout simplement. La Manif pour tous va rassembler des dizaines de milliers de personnes jusqu'à la promulgation de la loi. Le mouvement va agglomérer toutes les franges de la droite, de l'UMP au Front National, en passant par les organisations catholiques et des groupuscules d'extrême droite comme le GUD. Le mouvement sera bien sûr régulièrement pointé du doigt pour des propos homophobes et pour son racisme envers Christiane Taubira, la ministre en charge du projet de loi. Et évidemment, Christine Boutin fera partie des figures de proue de la Manif pour tous. Les homosexuels, le problème du mariage homosexuel, c'est le faux nez de la fin des droits de l'homme dans la République française. Ah bah oui, rien que ça. Hein. Bon, on voit bien que 14 ans après le Pax, Boutin est toujours obsédé par les homosexuels.
Elle va participer à toutes les manifs pour tous et comme à son habitude, elle va en faire des caisses. Une image d'hier encore à vous montrer, celle de Christine Boutin qui était sur le sol allongée, victime d'un malaise. Elle est soutenue par Brigitte Bardot, la présidente du Parti chrétien-démocrate, explique qu'elle a été atteinte par les gaz lacrymogènes et hier soir elle était très en colère. Bon, elle a un côté ridicule et excessif et plein de monde se moquait d'elle à l'époque. Et a raison. Mais Boutin, derrière ce côté bouffonne, c'est une redoutable femme de réseau. Et elle est à l'origine de tout un tas d'associations encore très influentes aujourd'hui. La plus connue d'entre elles, c'est probablement Alliance Vita. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Non, pas cette Vita. Alliance Vita, c'est ceux qui sont responsables de ça. Alliance Vita, ça a été lancé en 93 par Christine Boutin. À la base, c'est uniquement anti-avortement, mais c'est devenu aussi anti-mariage pour tous. Et aujourd'hui encore, ils sont présents. On les a vus récemment faire des happenings cringe contre la loi fin de vie. Ne tuons pas la fraternité qui nous relie aux plus fragiles. Elle édifie la société, rendant leur vie moins difficile. En 94, Boutin sera à l'origine d'un truc appelé le combat pour les valeurs, qui donnera ensuite naissance au Mouvement pour la France, le parti de Philippe de Villiers. Et on avait fait un portrait sur lui d'ailleurs pendant le mandat d'Usul. D'ailleurs, plusieurs observateurs considèrent que Boutin est plus proche politiquement de De Villiers que de démocrates chrétiens comme Bayrou. De l'hostilité à l'Europe au combat pour les valeurs familiales, morales et religieuses, en passant par une haine de la gauche sans appel, c'est de Philippe de Villiers que Christine Boutin est, objectivement, le plus proche. Ouais, De Villiers c'est l'extrême droite, les catho-intégristes, bah Boutin c'est la même chose. Il suffit de regarder les profils flippants qu'il y avait dans son cabinet au ministère du Logement. Ainsi son directeur, Jean-Paul Boluffé, grand commis de l'État, formé par une association ultra-conservatrice appelée la Cité catholique, censée diffuser les valeurs de l'Église par le biais d'une élite chrétienne informée. Mais dans son cabinet figure une autre intégriste, catholique, Christine Dechefdebien, condamnée pour sa participation à un commando anti-IVG dans un hôpital public. Boutin a toujours été une figure radicale au sein des formations dans lesquelles elle militait. Ouais, alors qu'elle, elle se défend d'être d'extrême droite. Ça va plus loin, elle se défend même d'être de droite. Mais ce qui m'a plus frappé à l'époque, c'est que les gens qui étaient là, et je ne pensais pas que ça serait ces personnes-là, c'était essentiellement des gens de droite, pour ne pas dire d'extrême droite. Et moi, c'était pas l'image que j'avais de mon électorat, du tout. Elle s'attendait peut-être à trouver des membres du groupe Sinsemilia dans son électorat, vous savez, avec les Sarwell, là. Oui, parce qu'en 2002, elle se présentait à l'élection présidentielle avec ses thèmes habituels. Je m'engage à interdire l'adoption homosexuelle et à faire valoir le droit de chaque enfant à être élevé par un père et une mère. Elle est surprise que son programme de facho ait attiré des fachos. Pourtant, elle a continué à dire qu'elle n'était pas d'extrême droite jusqu'à très tard. Voilà ce qu'elle disait sur le FN en 2016. Le plus navrant est de constater qu'un certain nombre de catholiques pratiquants suivent le FN. On ne peut pas être catholique et soutenir le FN. Pour un catholique, la dignité de la personne est intouchable. Les étrangers méritent un respect absolu comme tout être humain. Boutin, elle se présente comme une catho qui est pour la vie, pour les étrangers, pour la dignité des faibles. Mais tout ça, c'est du vent. Quand Christine Boutin était au ministère du Logement, elle a essayé de se construire cette image d'une femme qui défend les plus pauvres et qui veut mettre fin au sans-abrisme. Mais les associations ont vite dénoncé dans les médias le double langage de la ministre, qui promettait en public et ne faisait rien en privé. Et de toute façon, on en revient toujours au même point, à la même obsession depuis le début de sa carrière politique. Les homosexuels. Elle ne parle d'autre sujet que pour masquer son obsession, par pure hypocrisie. Ce qui illustre bien cette hypocrisie, c'est la suite de la carrière de Boutin. En 2016, toujours dans ce bouquin, elle écrivait « Bien sûr, quand on évoque le FN, on me parle aussi de Marion Maréchal Le Pen. Personne ne met en doute sa sincérité, et elle a du talent. Mais il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas elle qui donne le là à la philosophie du parti. » Donc Boutin avait un intérêt politique pour Marion Maréchal, et son soutien récent à Zemmour n'est pas si étonnant que ça. Et soutenir Zemmour et Maréchal quand on prétend tenir à la vie des étrangers, bah c'est du foutage de gueule. Pourtant, pour elle, Zemmour est bien le représentant de la vraie droite. La droite se reniait. La droite n'était plus elle-même. Et tout d'un coup, on a un petit bonhomme qui arrive là, et qui nous dit, ben voilà ce qu'est la droite. Alors, il y a des choses qui sont trop radicales, bien sûr, et que personnellement me dérangent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est, malheureusement, et je pense qu'on est tous responsables, est-ce que nous sommes dans la nuance? Est-ce que la situation justifie la nuance? Je me pose la question. C'est logique en fait comme évolution. En 2022, Zemmour a engrangé le soutien de plusieurs figures de la droite catholique la plus intégriste, comme le mouvement Civitas ou des journalistes de Valeurs Actuelles comme Charlotte Dornelas.
C'est une caractéristique si importante de l'électorat Reconquête que Marine Le Pen s'en était inquiétée, accusant Zemmour d'encauseur de jouer le communautarisme catholique conservateur contre le communautarisme musulman. Mais ça ne s'arrête pas là. On apprend dans l'hebdomadaire catholique La Vie que le responsable de la sécurité d'Éric Zemmour serait un certain Albéric Dumont. Un prénom style Moyen-Âge, normalement c'est mauvais signe. Albéric, Médéric, Montauban, Perceval, Caradoc. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Albéric, c'est le vice-président du syndicat de la famille. Et il se trouve que le syndicat de la famille, c'est le nouveau nom de la Manif pour tous. Des révélations exclusives des portraits, grâce notamment à la page Wikipédia du syndicat de la famille. On voit donc que le noyau dur de la mobilisation de la Manif pour tous se retrouve chez Zemmour. Dans La Croix, Laurent de Boissieu soulignait en 2021 que plusieurs organisations de la Manif pour tous avaient rallié le candidat d'extrême droite. La première est bien sûr VIA, le parti de Boutin désormais dirigé par Jean-Frédéric Poisson. La seconde structure à rejoindre Éric Zemmour est le mouvement conservateur, nom adopté en 2020 par Sens Commun. Jusqu'à présent associé à LR et intégré dans son organigramme, son objet était de regrouper les militants de la Manif pour tous qui souhaitaient prolonger en politique leur engagement sociétal. Donc c'est normal que ce soit dans le programme du candidat Reconquête que l'on retrouve le plus les obsessions de Christine Boutin et de ses potes sur les questions de genre et les minorités sexuelles. Le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. C'est à l'origine de toute la suite. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant mettre des barrières en tout cas pour qu'on n'ait pas cette suite et qu'on n'ait pas par exemple ce qui a été voté récemment, la PMA sans père. On retrouve cette idée très ancrée chez Boutin que donner des droits aux gens, ça risque d'ouvrir la porte à leur offrir encore plus de droits. C'est horrible. Et ce discours-là, il est très séduisant pour la bourgeoisie catholique qui se bouchait le nez à l'idée de voter RN, mais qui n'hésite pas une seconde à soutenir Zemmour. C'est une des explications des scores très élevés de Reconquête, encore pendant les européennes, dans les endroits conservateurs, aisés et catholiques. On pense au 16e arrondissement de Paris, au 6e arrondissement de Lyon et à Versailles ou encore à Saint-Tropez. Comme quoi, capitaliser sur la haine des homos auprès des riches cathos de droite, ça fonctionne. Mais c'est pas que les gays, c'est aussi les minorités de genre. En effet, la Manif pour tous menait aussi campagne contre ce qu'elle appelait la théorie du genre. C'est un peu l'ancêtre du wokisme. En gros, il s'agit de dire les femmes doivent porter des robes, les hommes ça joue au foot. Et puis vous savez, on sait plus qui est un homme, qui est une femme à cause de la gauche. Un homme et une femme resteront un homme et une femme. C'est pas chacun qui décide de son sexe. Ah voilà, on l'attendait la transphobie. Évidemment, les fameux gens qui savent pas quoi faire le week-end et qui vont en mairie pour décider de changer de sexe. Alors c'est certainement pas une surprise, mais le discours de Boutin est extrêmement transphobe et il l'est depuis toujours. Oui, c'est un positionnement essentialiste. Pour Boutin, il y a un papa, une maman, un homme, une femme, un point, c'est tout. Après leur défaite sur le mariage homosexuel, les personnalités liées à la Manif pour tous vont mener une offensive contre les personnes trans. Vous le savez puisque vous êtes abonné à la chaîne de Blast et que vous soutenez massivement avec toute la puissance financière dont vous disposez notre chaîne. Mais Usul et Lumi avaient consacré un épisode de Rhinocéros à cette offensive transphobe. On a quand même mieux à offrir à nos camarades trans que des silences gênés et de la compassion maladroite. Donc allez, on y va. Le petit bonhomme Éric Zemmour que Boutin admire tant n'hésite pas à faire huer les personnes trans dans ses meetings. Si celui-ci daignait s'intéresser un peu plus à l'histoire de France, au lieu de nous proposer des films d'auteur sur les migrants, véganes et transgenres. Bon, là il n'y avait pas Boutin, mais il y avait son alter ego version noblesse décrépit, Philippe de Villiers. Boutin, comme de Villiers d'ailleurs, elle reste une figure politique marginale. Oui, pendant la campagne présidentielle où elle s'est présentée, elle a fait 1,19% et après elle a juste réussi à gratter un ministère à Sarko. Elle a beau en faire des caisses, ça n'a pas suffi. Vive la mariée! Elle est comme ça, Christine Boutin. Elle ne peut pas croiser des mariés sans aller les saluer. Tout au long de sa carrière, même si elle s'en défend, elle n'aura eu de cesse que de frayer avec les organisations les plus à l'extrême droite de l'extrême droite. On vous a même pas parlé de son horrible campagne des Européennes de 2014, pendant laquelle elle avait joué sur la peur des personnes trans suite à la victoire à l'Eurovision de la drag queen autrichienne Conchita Wurst. Non mais regardez-moi cette affiche, 12 graphistes ont perdu la vie dans l'incident. Pendant cette campagne, Boutin s'était allié au Parti de la France, un groupuscule proche de Rivarol. C'est des pétainistes, quoi. Jospin avait raison, elle est bien marginale et outrancière. Mais alors, qu'est-ce qu'il en reste de Boutin? C'est quoi son héritage politique? Quel est votre héritier? Il y a pas... Ils sont pas nombreux, hein. Malheureusement si, ils sont assez nombreux. Au-delà de la sphère des cathos intégristes, les discours de Boutin sur les minorités de genre ont malheureusement eu un écho assez important. On a parlé de Zemmour, mais même le RN et LR reprennent ces paniques morales autour des personnes transgenres. Et maintenant, même Macron le fait.
Puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Alors non, c'est changer d'état civil qu'on peut faire dans les mairies. On propose pas encore des opérations de changement de sexe à la mairie, à ma connaissance. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en 40 ans d'obsession, les discours réac, homophobes et transphobes de Christine Boutin ont bien infusé les discours des hommes et femmes politiques de tous bords. Et avec la montée de l'extrême droite, qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir, on a encore plus d'effets concrets de ces discours. Oui, on a vu récemment les projets de loi, notamment des sénateurs LR, qui veulent encadrer la transition des mineurs. Et puis l'extrême droite, comme d'habitude, c'est aussi la violence physique dans la rue. À peine la victoire de la liste de Jordan Bardella aux européennes était annoncée dimanche soir, que les militants d'extrême droite radicale faisaient parler les poings. Dans la nuit suivant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, 4 d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre à Paris après une agression à caractère homophobe et transphobe à proximité du Jardin du Luxembourg. Normalement, cet épisode, il est sorti quelques jours après la Marche des Fiertés qui a eu lieu à Paris le 29 juin dernier. Voilà ce que disait à Libération James Leperrier, c'est le président de l'Inter-LGBT en charge de l'organisation de la marche. On lui laisse le mot de la fin. On le sait, les droits des minorités sont les premiers à être remis en cause lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir. Alors militer pour les droits LGBT+, c'est se mobiliser pour l'ensemble de la société. Si on laisse la politique s'en prendre à une communauté, elle s'attaquera aux autres ensuite. Il est temps de crier qu'on ne laissera personne empiéter sur nos droits, qu'on ne retournera pas au placard et qu'on ne se taira pas. C'est le moment de marcher tous ensemble. Et on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode des Portraits. Dans cette période sombre de l'histoire, on ne peut que vous encourager à soutenir des médias indépendants qui renseignent sur l'extrême droite et ses réseaux comme Blast par exemple. Et Blast a publié récemment une liste de vidéos qu'on a faites tout au long de cette année avec toutes nos équipes sur l'extrême droite, donc allez voir les liens, tout ça, il y a plein de trucs très intéressants.